Bonsoir. Évaluation théorique ce jeudi pour la deuxième vague des candidats à l'emploi pour le compte du programme spécial pour l'insertion de l'emploi. 622 jeunes mis à l'épreuve par différents jurys mis sur pied. Pour l'occasion, nous suivrons l'ambiance qui a prévalu ce matin aux premières heures de cette évaluation. Donc, Clément Achadé était sur place pour Canal 3 Bénin. Le numérique qui s'invite partout au Bénin, même jusque dans la vie des orphelins. Il y a une nouvelle application en vogue actuellement mise sur pied pour l'identification, le suivi et la prise en charge efficace et efficiente des orphelins et des enfants vulnérables. Nous allons voir comment les acteurs concernés par la question se familiarisent avec l'outil en lien avec les réalités du terrain. Les échos de la municipalité de Cotonou dans ce journal. Tout à l'heure, nous aurons les images au complet de la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire du nouveau conseil municipal installé depuis donc le mois de mai dernier. Les membres en ont jusqu'à vendredi prochain pour donner leur avis sur plusieurs dossiers dont le point des activités du maire installé. C'était là les titres de ce 19h30. Merci d'être là. Bienvenue. Bonsoir. Les candidats à la deuxième vague de cooptation de jeunes dans le cadre du programme spécial pour l'insertion dans l'emploi ont subi ce jour un test d'aptitude en guise d'évaluation. Ils étaient au total 622, passés aux questions des jurys constitués pour la circonstance afin de faire connaître leur niveau de compétence professionnelle et leur capacité à répondre en situation réelle. Le test a donc eu lieu ce jour à Cotonou. Et voici l'ambiance des premières heures dans ce reportage signé Clément Achadé et Elvis Tonoukoua. Face au jury, les jeunes aspirants à l'emploi planchent pour décrocher leur billet d'insertion professionnelle. C'est la deuxième cohorte des entretiens pour le compte du programme spécial pour l'insertion dans l'emploi. À cette étape du processus, les candidats sont appelés à démontrer leurs compétences et surtout leurs motivations devant ces experts. Des entretiens qui se déroulent sur 2 jours. Je suis un peu plus dans la maintenance. On m'a demandé par exemple comment réparer des postes quand il y a tel problème, comment résoudre ça. Donc, étant donné que je suis dans le domaine, je pense que je n'ai pas eu de mal à répondre à ces questions. Très bien, très bien. J'ai parlé avec 2 membres qui sont professionnels dans mon domaine et ça s'est très bien passé. Au total, 622 candidats sont attendus pour le compte de cette deuxième phase qui permet de sélectionner le deuxième groupe des bénéficiaires du PSE, l'initiative du gouvernement qui entend renforcer la performance du secteur privé. En attendant que tout le mécanisme soit au point, donc on les prend en entretien une deuxième fois pour tester leurs connaissances pratiques. Ils vont aller travailler auprès d'entreprises. Vous savez que le chef d'État a amené des améliorations dans le programme, c'est-à-dire que les entreprises doivent être demandeurs. Donc il ne s'agit pas d'envoyer les enfants comme un peu ça se faisait avant. Plusieurs autres initiatives sont en cours pour vulgariser et faire mieux connaître le PSE. C'est donc pour vous dire que le président de la République ne s'est pas trompé en associant la Chambre du commerce et l'industrie du Bénin dans la mise en œuvre du PSE. Les domaines ou secteurs concernés sont les procédés industriels et autres industries, notamment la chimie, textile, bois et mécanique, l'hôtellerie, restauration et tourisme, sans oublier les TIC multimédia et les services informatiques. Il vous souviennent que la spécificité de ce programme, c'est d'évaluer des candidats par des professionnels avérés dans leur secteur. Et c'est ça qui nous a permis de regrouper actuellement une vingtaine de jurys pour pouvoir évaluer actuellement 622 candidats. Quelle est la connaissance qu'ils ont du métier? Ils ont été à l'école, bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils ont retenu de ce qu'ils ont appris à l'école par rapport aux différents métiers? Ensuite, quelle est leur motivation? Pourquoi ils veulent postuler à ce métier? Parce que n'oubliez pas que ce sont les entreprises qui sont demandeurs. Et si on ne cuisine pas bien les jeunes pour savoir ceux qui ont du potentiel, les entreprises ne vont pas les recruter. Donc, c'est les 2 éléments que nous vérifions. Et bien sûr, leur comportement, leur allure pendant l'entretien. C'est carrément comme un cabinet de recrutement fait ses recrutements. Donc, c'est d'évaluer les meilleurs à proposer aux entreprises pour la sélection finale. Pour rappel, le PSE consiste à recruter chaque année à la charge de l'État 2000 jeunes diplômés à placer dans les entreprises privées ou publiques afin de se faire recruter. Objectif,
Améliorer l'employabilité des bénéficiaires en vue de leur insertion dans les nouveaux postes créés, mais aussi soutenir financièrement la prise en charge totale des salaires des titulaires des emplois créés par les entreprises. Voilà pour le point de ce matin. La rentrée scolaire 2020-2021, déjà dans les esprits des acteurs du monde éducatif, à l'instar des enseignants préinsérés au niveau de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Ils voulaient savoir à quoi s'en tenir pour ce qui est des conditions dans lesquelles ils seront employés au titre de cette année-là. Et Maounio Kakpo, le ministre de tutelle, a répondu à leurs différentes préoccupations. C'est une rencontre d'échange avec le ministre Maounio Kakpo, voulue par le mouvement des préinsérés pour la République. À cette séance d'information, il a été question des réformes du gouvernement du président Patrice Talon dans le sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. En venant à la rencontre, les aspirants à l'enseignement savaient déjà beaucoup de choses sur ces réformes. De nombreuses réformes ont été engagées. Entre autres, on peut retenir la nomination des cadres qu'il faut au poste requis, en passant par l'organisation des tests de compétences, la création d'une plateforme de gestion du système éducatif, la bancarisation des salaires, la création de la plateforme e-résultats. La présence du ministre de l'Enseignement est pour leur expliquer l'exécution du programme d'action du gouvernement dans le sous-secteur. Le ministre y a noté une nouvelle forme d'échange entre le gouvernement et les enseignants en lieu et place des mouvements de grève. Une occasion pour le ministre de leur parler en long et en large de ce qui se fait par le gouvernement de la rupture. Je leur ai expliqué ce que le gouvernement fait dans l'enseignement secondaire général, dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle et dans le domaine de l'alphabétisation. À chaque niveau, nous avons l'élaboration de stratégies pour relancer le sous-secteur et l'objectif, c'est surtout d'améliorer l'accès à l'école, la qualité de l'enseignement, la rétention de l'enseignement des apprenants dans le système, de même que la rénovation des infrastructures et des équipements des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Au terme des échanges, je pense que le groupe que j'ai rencontré est sorti satisfait. Le ministre aussi en est reparti heureux d'avoir eu ces échanges avec les préinsérés. Par ailleurs, ces derniers ont eu droit à l'information sur l'Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires. Un an après la mise en ligne de la plateforme destinée à l'identification, au suivi et à la prise en charge efficace et efficiente des orphelins et enfants vulnérables et la formation des acteurs impliqués, une séance d'évaluation et de remise à niveau à partir des remarques de la phase expérimentale est en cours actuellement à Boycom. Les représentants des différents centres de promotion sociale pilotes et les directions départementales des affaires sociales et de la microfinance échangent à propos de cette option de gérer la vie des orphelins et des personnes vulnérables via le numérique. Imet Hélène Amousso. C'est un atelier bilan de la phase expérimentale de l'opérationnalisation du répertoire national des orphelins et enfants vulnérables REP-OEV. La plateforme d'identification, de suivi et de protection a été élaborée par l'organisation non gouvernementale Cellule Cœur d'Espoir. Elle a été réalisée avec l'appui financier de Plan International Bénin. La présente rencontre va permettre aux différents acteurs invités de se familiariser davantage avec l'environnement de la plateforme. Il s'agit d'un outil qui permet d'assurer de façon optimale la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité. En septembre de l'année passée, nous avons formé une quarantaine d'acteurs pilotes sur l'utilisation de cette application-là. Et on avait convenu que 6 mois après cette expérience, on allait se retrouver pour faire le bilan afin de pouvoir consolider tout ce qui est fait pour améliorer la plateforme. Vous devez savoir qu'en toute chose, les données actualisées ont toujours de la valeur. Lorsque nous avons les données actualisées et qu'on parle, on parle avec force.
nous vous invitons quand même à mettre tous les efforts et tout l'entrain dont on vous connaît pour que vraiment cette mise en œuvre puisse se faire et que ce répertoire soit vraiment un répertoire phare pour notre pays, pour que tous les PTF qui ont besoin quand même du répertoire puissent venir s'en ressourcer. Depuis sa mise en ligne il y a 1 an, plusieurs actions ont été menées au niveau des centres de promotion sociale pilotes ainsi que des directions départementales des affaires sociales et de la microfinance pour éprouver les fonctionnalités de l'application. Malgré les résultats obtenus, de nombreuses difficultés ont également été rencontrées. Ces assises sont organisées dans le but d'améliorer ce dispositif de prise en charge des cibles. Pour l'atteinte des objectifs, plusieurs points sont inscrits au menu des discussions. Vous aurez à vous familiariser davantage avec l'environnement de la plateforme à travers des présentations sur le contexte de l'application du REP OEV nouvelle génération, la revue des résultats obtenus au cours des opérations pratiques d'enregistrement des OEV depuis septembre 2019, le recensement des difficultés rencontrées au cours des exercices d'enregistrement des cibles et la proposition des solutions respectives. À l'issue de la rencontre, les participants sont appelés à, entre autres, formuler des propositions et recommandations pertinentes en vue de la satisfaction des besoins des orphelins et enfants vulnérables. Et de 2 pour le conseil municipal de Cotonou qui se réunit depuis ce matin en session ordinaire pour la 2e fois depuis son installation. En mai dernier, ses membres en ont jusqu'à vendredi prochain pour passer en revue un certain nombre de sujets dont entre autres les activités du maire installé. Nous allons retrouver Assirmo Kanya pour l'ambiance qui a prévalu ce matin au premier jour du conseil. Le conseil municipal de Cotonou tient sa 3e session ordinaire de l'année, la 2e pour la nouvelle équipe en place. Cette session qui a commencé le jeudi 3 septembre va durer 2 jours. 2 jours au cours desquels les conseillers vont aborder plusieurs sujets comme le souligne le maire par intérim Romain Randy Savouandjinou. Au cours de cette assise, nous suivrons la présentation du rapport d'activité du maire pour le compte de ce 3e trimestre. Nous passerons ensuite à l'examen et à l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal qui sera notre guide, pour ne pas dire notre bréviaire, tout au long de cette mandature, avant de procéder, comme vous pouvez déjà en douter, la mise en place des différentes commissions permanentes. D'autres points aussi importants vont être traités lors des travaux de cette 3e session ordinaire de l'année 2020. D'autres points aussi importants, les uns que les autres, notamment la rélecture de la délibération portant institution des indemnités de logement, d'électricité et d'eau au profit des maires, au profit du maire et des adjoints au maire, et une communication de la Société de gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué vont meubler nos échanges. Romain Randy Savouandjinou salue l'implication des conseillers pour leur accompagnement et leur engagement en vue du nettoyage et de l'embellissement de la ville de Cotonou. C'était aussi l'occasion pour le maire par intérim de remercier le chef de l'État, Patrice Talon, pour les grands chantiers ouverts à Cotonou. D'un conseil municipal à un autre, et maintenant direction Boycom, où celui de la ville a eu le privilège d'avoir à ses côtés à l'ouverture de ces travaux. Le député Nazer Sado, en fait, l'élu a particulièrement échangé avec les conseillers du bloc républicain, son parti. Pour les détails de la causerie, voici le reportage d'Imet Elena Mousso. Un cérémonial des couleurs avec un hôte particulier. Nazer Sado était ce lundi aux côtés des conseillers communaux et agents de la mairie de Boycom. Avec ces derniers, il a honoré et renouvelé ses engagements citoyens aux couleurs nationales. Dans une démarche de courtoisie, l'élu de la 23e circonscription électorale est allé s'enquérir de l'organisation du travail ainsi que le fonctionnement du nouveau conseil communal. Le député s'est tout d'abord réjoui de la collaboration entre le conseil et l'équipe administrative existante. Il y a une nouvelle municipalité, comme on le dit. Vous les avez accueillis
Et cette nouvelle municipalité va vraiment compter sur vous pour travailler. Parce que si vous n'êtes pas là, eux, ils ne peuvent rien. Vous êtes d'accord, non? Après le cérémonial des couleurs, Nazer Sado s'est entretenu avec le personnel avant de rencontrer les conseillers communaux en place depuis 3 mois environ. Ces derniers ont partagé avec leurs camarades du bloc républicain les différentes actions menées de même que les difficultés rencontrées. Les projets et opportunités ont aussi été abordés. Avant de prendre congé, le visiteur a prodigué des conseils à l'ensemble du groupe. Il était de bon ton que je fasse cette visite de courtoisie. C'est aussi bien au personnel qu'aux conseillers communaux. J'ai profité pour leur souhaiter du courage. J'ai profité également pour échanger avec les conseillers communaux, leur donner quelques conseils, surtout qu'ils travaillent ensemble, qu'ils soient dans la solidarité pour le développement de la ville de Boycon. Du même bord politique que la majorité des conseillers communaux, Nazer Sado a senti le devoir d'aller soutenir l'administration communale dans sa nouvelle mission. La démarche vise aussi à resserrer les liens pour continuer de faire de la ville Carrefour un territoire privilégié des républicains. Les Foscori pour un Bénin émergent ont donné de la voix hier à Cotonou. Après un long moment de silence depuis l'installation des nouvelles équipes exécutives à la tête des différentes communes du Bénin, le parti s'est décidé à apprécier l'actualité politique nationale. Et ils ont tout rattrapé de tout ce qu'ils avaient raté. Point de la participation au communal et le tourbillon des défections, reprise d'élections et autres, campagne électorale précoce, actualité sociopolitique nationale. Tout y est passé. Voici le résumé de ce qu'ils ont pu se dire à l'occasion dans ce reportage d'Ali Momouni et d'Henri Ganti. Nous voici réunis ce jour, mercredi 2 septembre 2020, après une pause stratégique. Les Foscori pour un Bénin émergent remontent à nouveau sur scène. Après la proclamation des résultats des élections communales et municipales du 17 mai dernier, c'était un mutisme total. Et cette réunion des membres du bureau exécutif national relance les activités du parti. Le parti FCBE ne fait pas du civisme. Le parti FCBE sait prendre ses marques pour aller au rythme idéal. Le moment est donc propice de faire le point du chemin parcouru et de lancer les projections sur l'avenir. S'agissant de l'état des lieux, les membres du bureau exécutif national des FCBE ont abordé 3 points essentiels lors de leur réunion. Il s'agit entre autres de la participation du parti aux élections communales et municipales du 17 mai dernier, la situation sociopolitique actuelle du pays et les perspectives pour la présidentielle de 2021. S'agissant du premier point, relatif au bilan de la participation du parti FCBE aux élections communales et municipales du 17 mai 2020, les membres du bureau exécutif national se sont félicités des résultats honorables obtenus dans des conditions particulièrement hostiles. Nonobstant toutes les entraves, le parti du peuple a pu obtenir à l'issue de ces élections 14,98% des suffrages exprimés au plan national, 260 conseillers, dont 50 chefs d'arrondissement et 7 maires réduits à 6 suite au regrettable contentieux de Parakou. Sur la question de la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays, les suscitations de candidatures pour la présidentielle de 2021 ont été la principale actualité sur laquelle se sont penchés les membres des FCBE. Pour eux, cela va en violation du code électoral et de la Constitution. Tous ces actes tendent à cultiver et à entretenir le culte de personnalité qui est contraire à l'esprit de la réforme du système partisan prônée par le chef de l'État. Malgré le rappel à l'ordre de l'autorité, certains mouvements et associations de diverses natures continuent à polluer malheureusement l'atmosphère politique. Les membres du bureau des FCBE ont également fait cas
du principe de parrainage à adopter pour la présidentielle de 2021. Ils estiment que les dispositions doivent être prises pour sa clarification. Dans le même contexte, ils ont formulé des recommandations à l'endroit du gouvernement et des institutions de la République. Le bureau exécutif recommande également l'ouverture des séances de rencontres avec la Sénat pour arrêter les principes et le calendrier des parrainages aux différents candidats des partis légalement constitués. Le BEN recommande que les institutions compétentes améliorent la configuration du COSLEPI par la participation des représentants de l'opposition. Et au titre des résolutions, le BEN a décidé de préparer tous les militants à œuvrer pour une alternance démocratique en 2021. De leur côté, les membres du bureau exécutif national des Foscori pour un Bénin émergent entendent prendre part à toutes les étapes du processus de l'élection présidentielle de 2021. Voilà, Paul Humpé et le bureau politique des Foscori pour un Bénin émergent. Donc vous avez suivi la position pendant cette conférence de presse. Paul Humpé, qui était ce matin dans les locaux de Canal 3 Bénin, invité par l'équipe d'Actu Matin de Wahab Alikbara. Et d'entrée, la question de la candidature des Foscori pour un Bénin émergent à la prochaine présidentielle au Bénin. Paul Humpé a évité de donner un nom. Voici sa réaction sur la question. Les dissensions dont nous avons parlé relèvent du passé, du moment où c'était au moment où nous pensions qu'on pouvait, disons, continuer ensemble et où certains se disaient bon, qu'il fallait faire autrement ou ne pas, disons, respecter la conformité avec la loi. Et donc, ceux-là qui protestaient sont déjà partis et malheureusement, ils ont été obligés de faire comme nous. Alors 2021 est là, comment... Paul Humpé, candidat? Oui. Non, pourquoi? Je crois qu'il est difficile que quelqu'un vienne sur votre plateau aujourd'hui dire qu'il est candidat. C'est le groupe qui désigne. Et nous sommes en train de mettre en place une procédure. Nous allons définir... Pour confirmer Théophile Yarou? Non, ce n'est pas pour confirmer quelqu'un, c'est pour analyser toutes les candidatures possibles. Nous sommes à 7 mois et vous continuez d'analyser à 7 mois, vous ne savez pas en votre Bien sûr, vous savez, qui peut donner les meilleures chances possibles au parti. Nous sommes méthodiques. Nous n'avons pas voulu aller trop vite en besogne. Voilà, très méthodique et posé là-bas. Chez les Foscori pour un Bénin émergent. Mais pour faire valoir une candidature, les Coris sont réalistes. Très en difficulté au regard des exigences légales, le parti entend aller vers les autres formations politiques capables de les y aider. Je vous propose qu'on suive à nouveau Paul Humpé. Si nous sommes réunis hier, c'est pour avoir l'aval du bureau national avant d'aller vers la négociation du parrainage. La question est que nous n'avons que 6 maires capables de nous parrainer. Alors, maintenant pour aller négocier, soit nous allons vers les responsables des autres formations politiques qui détiennent le gros lot, ou nous allons vers des individualités, des potentiels parrains. Oui. Mais ces potentiels parrains-là relèvent d'un certain nombre de partis politiques, mais qui sont en réalité des partis à l'antipode de notre vision des choses. Oui. Alors, dans un premier temps, nous attendions à ce que la Sénat clarifie ou que ce soit le Parlement qui vienne nous dire de quelle façon le parrainage pourrait se présenter. J'établis une liste, je me promène, je vais chez M. Inch, je dis bon, tu vas me parrainer, il contresigne avec adresse, tout ça. Ou bien c'est un formulaire à remplir, signé, déposé, ou de quelle façon ça va se présenter. Nous attendions ça quand ça ne venait pas. Nous avons dit, il faut maintenant réunir les militants pour obtenir leur aval. Si on me voit chez un député X voulant lui parler de parrainage, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu mouvancier. Donc, il faut avoir l'aval du parti. Et je crois que nous sommes à cette étape-là où nous allons maintenant, nous avons l'autorisation d'aller et de négocier. Le gouvernement du Bénin est heureux et se réjouit fortement
de voir Boni Yahi, l'ancien chef d'État, et le professeur Joaïla Yvon aller au contact des populations. Parole et assurance du porte-parole du gouvernement hier au cours du traditionnel point de presse qui sanctionne le Conseil des ministres de mercredi. Alain Orunla a voulu voir dans cette joie du gouvernement l'assurance et l'effectivité de la garantie des libertés au Bénin. Voici ce qu'il disait exactement hier aux journalistes qui l'ont interrogé à propos. Remarquez que c'est la preuve et la confirmation, la démonstration de ce que les libertés sont garanties en République du Bénin, la liberté d'aller et de venir. Chaque citoyen qui n'a rien à se reprocher pouvant jouir de cette liberté, il n'y a rien de particulièrement étonnant ou extraordinaire que les personnalités auxquelles vous avez fait référence soient en train de se promener dans notre beau pays. Nous nous réjouissons de ce que, ce faisant, ces personnalités confirment là également que notre pays est un pays de liberté, est un pays démocratique qui permet en tout lieu, en toutes circonstances, la contradiction, puisqu'il s'avère que cette personnalité se livre à une critique de l'action gouvernementale, ce qui est un droit, de la même manière que d'autres acteurs dont je fais partie font la promotion de cette action gouvernementale bien compris, bien ressentie par les populations de notre pays, par nos compatriotes. Je me réjouis personnellement de ce que notre compatriote se livre à cet exercice, puisqu'il démontre par lui-même qu'il n'y a pas de soin particulier à apporter à notre démocratie qui ne présente pas de signes de convalescence ou de signes, de symptômes qui nécessitent d'être corrigés, puisque l'exercice auquel il se livre est la preuve de ce que notre démocratie se porte très bien. Alain Orunla, porte-parole du gouvernement, hier, face aux hommes des médias, juste après le compte rendu du Conseil des ministres de la semaine, un Conseil des ministres qui s'est, sur ces images, penché sur plusieurs dossiers et dont il a délivré le contenu aux médias dans son habituel résumé. Faut-il le préciser, plusieurs décisions ont été prises à l'occasion, dont entre autres l'adoption des décrets portant fixation des modalités de déroulement de la campagne de commercialisation 2021 des amendes de carité et le recrutement de 100 auditeurs de justice au titre de l'année 2020. Et justement, parlant de cette question de recrutement, Alain Orunla est revenu longuement sur le sujet qui a retenu particulièrement l'attention des confrères pour une petite histoire. Vous vous rappelez certainement que l'année passée, il y a eu 80 places à pourvoir, alors qu'à la fin, on n'en a retenu que 12 parmi la multitude de dizaines de candidatures prononcées. Le coup que beaucoup n'ont pas aimé, va-t-il se répéter cette année? La question a été faite au porte-parole du gouvernement. Voici sa réponse. Nous ouvrons chaque année le nombre d'auditeurs et le nombre de recrutements à effectuer en ouvrant le nombre de places. Le président de la République honore un engagement qu'il a pris devant le peuple béninois. Ces recrutements, par ailleurs, correspondent aux besoins pour tenir compte notamment de l'extension de la carte judiciaire de notre pays, puisque nous ouvrons de plus en plus de juridictions de fonds, pour tenir compte de l'installation prochaine de la Cour des comptes qui a également un besoin de personnel, un besoin d'effectifs en magistrats, il est tout à fait normal et logique que le nombre de places soit augmenté. C'est pour cela que, contrairement à l'année dernière, où 80 places étaient offertes, cette année, nous en offrons 100 parce que nous n'avons pas pu combler les attentes de l'année dernière. Vous l'avez rappelé vous-même, 12 recrutés sur 80 places offertes. Cela est malheureux et nous l'avons déploré parce que les candidats n'étaient pas à la hauteur des épreuves. Mais c'est aussi la preuve de la transparence et de la rigueur du gouvernement qui n'entendent pas, parce que nous avons besoin de magistrats recrutés et formés à la baisse. Nous espérons que cette année sera meilleure que l'année dernière et que les candidats seront à la hauteur des épreuves auxquelles on les soumet afin que nous puissions combler cette attente. Comme l'année dernière, le concours se déroulera dans la plus grande transparence et dans la plus grande rigueur, avec tous les encouragements
du gouvernement aux candidats afin qu'ils travaillent de manière significative et conséquente pour maîtriser les épreuves auxquelles ils seront soumis. Nous sommes donc optimistes. Mesdames et messieurs, ce journal va s'achever. Nous avons parlé de la deuxième vague des jeunes candidats au programme d'insertion dans l'emploi initié par le gouvernement. Pour cette fois-ci, près de 650 jeunes ont passé un test aujourd'hui soumis à un jury. Clément Achadé nous a fait le point de l'ambiance qui a prévalu à l'occasion. Nous avons parlé également et de long en large des forces Kori pour un Bénin émergent, de leur conférence de presse hier pour se prononcer au sujet de l'actualité nationale à l'invitation de leur secrétaire exécutif national ce matin sur Actu Matin pour détailler les réflexions des responsables du parti au sujet de la présidentielle qui s'annonce. Vous avez pu vous faire une idée de ce qui se prépare chez les Kori après ces longs mois de silence absolu. Le conseil municipal de Cotonou qui se réunit depuis ce matin, c'est la deuxième session ordinaire depuis son installation. Plusieurs dossiers attendent les membres de ce conseil-là pour être examinés. Ils en ont jusqu'à vendredi prochain. Assiongbo Kanye Assiongbo nous a présenté un peu le contexte. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir très profond de vous avoir présenté donc cette édition d'information et d'avoir été en compagnie de vous tout au long de cette semaine. Restez fidèles au programme de Canal 3 Bénin. Bonsoir.